Nous nous réunissons devant la lueur constante de nos écrans, suspendus à une rumeur saisissante qui fuse à travers la timeline, telle une météorite perçant la nuit. Sean Diddy Combs, le maestro du glamour bad boy, aurait pu être vécu secrètement avec le VIH et dans le rebondissement le plus incendiaire, aurait pu porter ce fléau invisible dans les lits, les limousines et les soirées tardives des élites d'Hollywood. Plongez dans cette saga explosive et ne manquez aucun rebondissement. Abonnez-vous pour rester au cœur des révélations, likez pour montrer votre soutien, commentez pour partager vos théories et diffusez cette histoire pour que tout le monde soit dans la confidence. Ensemble, faisons éclater la vérité. Nous sentons le pool collectif s'accélérer alors que des images tremblantes de la récente apparition émaciée de Diddy dans une boîte de nuit tournent en boucle sur tous les comptes de potins que nous suivons. Les commentateurs fichent chaque image pour pointer du doigt des joues creuses et des yeux vitreux, comme les chasseurs de conspiration soulignent des nuages en forme de soucoupe. La spéculation s'enflamme plus vite que n'importe quelle rupture de célébrité que nous ayons suivie. Pas seulement parce qu'elle remet en question la santé d'un homme, mais parce que des murmures insistent sur le fait qu'il savait, qu'il est resté silencieux et qu'il a invité des superstars inconscientes dans ce que les initiés appellent désormais ses freak-offs. Ces marathons où tout était permis, où l'intimité et le pouvoir dansaient dangereusement derrière des portes d'hôtels verrouillées. Le cœur de beaucoup de ce qui s'est passé lors des témoignages directs, ce sont les freak-offs. Et ce que le ministère public a essayé de montrer, c'est qu'il l'a forcé ou contrainte à participer à ces freak-offs. Nous nous penchons plus près lorsqu'une prétendue fuite de documents médicaux apparaît brièvement avant de disparaître sous l'effet d'une injonction d'avocat. Pourtant, des captures d'écran survivent et les commentaires explosent de spéculations frénétiques. Nous défilons devant des affirmations selon lesquelles une chanteuse au sommet des chars s'est soudainement retirée dans une mystérieuse retraite de bien-être. Et nous frissonnons devant un article anonyme suggérant qu'un autre acteur à succès a annulé une tournée de presse en raison d'une complication immunitaire non divulguée. Tout cela pourrait-il remonter à un seul secret? Nous lançons la question dans les discussions de groupe comme une braise brûlante. Combien d'histoires cachées de tests nocturnes et d'appels paniqués sont enfouis sous des accords de confidentialité plus solides que Fort Knox? Nous repassons encore et encore la vidéo TikTok tremblante dans laquelle Jaguar Wright, elle-même une conteuse enflammée des coulisses de Air B, prévient que Diddy aurait infecté au moins 20 autres hommes. Sa voix tremble d'un mélange de rage et de chagrin. Et pendant un instant, nous jurons entendre les lignes téléphoniques de tous les bureaux de publicistes de Beverly Hills s'allumer simultanément. Si même une partie de ces affirmations est vraie, combien de vies, combien de gros titres, combien de contrats juteux pourraient s'effondrer en une seule révélation? Nous nous demandons qui, dans les salons VIP, appelle en ce moment des cliniques privées suppliant pour des analyses discrètes à l'aube. Les choses que j'ai vécues avec lui étaient monstrueuses. Ça a presque détruit ma vie. Nous nous attardons sur la question qui nous colle à la peau comme une épine. Diddy a-t-il utilisé son charisme, son argent et son carnet d'adresses sans fin pour cacher un secret mortel, tout en passant de soirées sur des yachts au gala des Grammys, serrant dans ses bras des présidents et des princes, jouant le rôle de joueur de flûte pour chaque artiste en herbe affamé d'un coup de pouce scintillant? La réponse que nous craignons se trouve quelque part dans des dossiers judiciaires plus épais que les lookbooks de la Fashion Week et des témoignages sous serment assez crus pour brûler un micro. Mais d'abord, nous devons pénétrer dans cette salle d'audience où les crayons grattent sur les carnets à dessin et où l'atmosphère est lourde de parfums et de transpiration. Le nom de Cassie est murmuré bien avant qu'elle n'entre réellement. Autrefois dépeinte comme le centre calme de la tempête Diddy, elle se tient maintenant sous des lumières fluorescentes, chaque regard buvant sa posture assurée. Nous ne pouvons effacer de notre esprit le moment où elle explique comment fonctionnaient les fricas. Des suites somptueuses, des compagnons triés sur le volet, des appareils d'enregistrement toujours prêts, Diddy observant comme un réalisateur sur le plateau de tournage le plus tordu du monde. Elle raconte au jury qu'elle se sentait piégée, sa voix se brisant mais déterminée, évoquant un tableau de coercition et de trahison qui nous retourne l'estomac. Puis elle lâche le chiffre de 20 millions de dollars, l'argent qu'il aurait payé pour étouffer le passé. Pourtant, elle est là, à tout révéler. Ils avaient peur de parler. Ils craignaient ce qu'il pourrait leur faire dans l'industrie, ce qu'il pourrait leur faire professionnellement, être même personnellement. Et donc, oui, c'était un sombre secret qu'ils ont gardé pendant très, très longtemps. Nous nous souvenons comment elle glissait autrefois sur les tapis rouges dans des robes scintillantes, le bras passé dans le sien, une publicité vivante pour la perfection de l'Empire. Maintenant, elle décrit avoir été forcée à des rencontres physiques humiliantes pendant que des gardes du corps rôdaient dehors et que le personnel de maison préparait les faveurs de la fête. Elle dit que Diddy donnait des coups de pied, des coups de poing, crachait sa colère au visage dès qu'un soupçon de jalousie surgissait. Et nous ne pouvons cesser d'imaginer la jeune femme couverte de bleu, cachée dans les salles de bain d'hôtels de luxe, pendant que les paparazzis s'agglutinaient dans le hall en bas. Ces mots sont des poignards. Je voulais être indemnisé pour le temps, la douleur, les nombreuses années passées à essayer de réparer ma vie.
Un juré exhale si fort que nous l'entendons presque à travers le blog en direct et nous saisissons soudain à quel point le terrier du lapin est profond. Nous serrons nos tasses de café plus fort lorsque les dossiers médicaux scellés de Cassie sont mentionnés. Des dossiers qui, selon les rumeurs, identifient d'autres victimes de ces freak-offs ayant ensuite souffert de maladies inexpliquées. Les procureurs laissent entendre qu'une assignation pourrait les ouvrir d'un jour à l'autre. Et nous voyons presque les titans d'Hollywood appeler leur gestionnaire de crise avant la pause déjeuner. Ce dossier pourrait-il devenir la seringue fumante reliant Didi à une réaction en chaîne de visites hospitalières discrètes? Pourrait-il, en une seule page non censurée, briser des contrats de marque et des chiffres de streaming, comme une Molotov a autrefois brisé la Porsche chérie de Kid Cudi? Je pensais qu'il était cet homme d'affaires irréprochable qui s'était hissé au sommet parce qu'il était si puissant et, vous savez, intelligent et éduqué. Je n'avais aucune idée qu'il avait cet autre côté. Et quand j'ai commencé à être exposé à son mode de vie, j'ai vraiment commencé à réaliser que ce type a une addiction. C'est pas juste, vous savez, une fois toutes les quelques semaines, c'est tous les jours, toutes les heures. Nous pivotons vers Capricorn Clark, l'ancienne assistante dont le témoignage dépeint Diddy non seulement comme une superstar hors de contrôle, mais comme le chef impitoyable d'un réseau de l'ombre que l'acte d'accusation appelle l'entreprise Combs. Nous imaginons des bureaux faiblement éclairés où le personnel était prétendument chargé de se procurer tout, des bouteilles non marquées de courage liquide aux compagnons professionnels. Chaque nouvelle demande s'intensifiant comme les chapitres d'un roman noir. Nous voyons Clark raconter la nuit de décembre, où Diddy, un pistolet à la main, l'a réveillé avec 2 mots glaçants. « Habille-toi » avant de l'entraîner dans une mission de vengeance contre Kid Cudi. Nous ressentons sa tension alors qu'ils s'introduisent dans la maison vide du rappeur Hollywood Hills. La rage déborde dans l'incendie criminel qui suivra des mois plus tard. Sa voix tremble mais ne se brise jamais lorsqu'elle rappelle au jury qu'elle a été kidnappée 2 fois et forcée à subir des marathons de détecteurs de mensonges chaque fois que la confiance vacillait. Il m'a coincé et ensuite il m'a demandé, le bras levé, « Comment vas-tu? » J'étais un peu comme « Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? » Très mal à l'aise. Et puis il a frotté sa main sur ma poitrine. Il a dit « Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, fais-le-moi savoir. » Nous notons une citation si tranchante qu'elle pourrait couper du marbre. Ça s'appelle de l'abus psychologique, rétorque-t-elle lorsque l'avocat de la défense agite sous son nez un vieil email flatteur qu'elle avait écrit. La phrase résonne dans la salle lambrissée, dans nos écouteurs, dans chaque flux social. Cette seule phrase devient un cri de ralliement pour quiconque a déjà posté un selfie souriant tout en soignant secrètement des blessures. Nous glissons plus profondément dans les bancs de la galerie, alors que l'ancienne assistante Mia, protégée par un pseudonyme mais mise à nu par la mémoire, décrit des journées de travail de 18 heures, esquivant des verres volants, chancelant sous ce qu'elle appelle la bonne sorte de folie de Didi, lorsque l'avocat de la défense brandit ses anciennes louanges d'anniversaire sur Instagram. Nous la voyons se ressaisir, se redresser et rappeler au monde la différence entre des légendes soigneusement choisies et un tourment vécu. Elle parcourt d'anciennes chaînes de textos, racontant des pensées lorsque la société de production cinématographique de Combs s'est dissoute, une identité entière construite à servir un magnat, puis arrachée comme un décor de tapis rouge. Nous reconnaissons sa confusion. Nous avons tous vu des fans, des stylistes, voire des membres de la famille orbiter si étroitement autour d'une star célèbre que briser cette attraction gravitationnelle ressemble à suffoquer dans l'espace profond. Le même type d'extorsion que nous avons entendu lorsque Cassie a témoigné au sujet de ce vol retour de France, où il a dit « Si tu ne fais pas un freak-off, je vais diffuser une des vidéos de freak-off dans lesquelles tu figures et t'humilier. » Et puis, dans un rebondissement digne d'un final de série télévisée de prestige, nous entendons des rumeurs selon lesquelles Didi ne s'est pas contenté d'utiliser l'intimidation. Il aurait graissé la patte à des agents du FBI, glissant de l'argent sous silence à ceux prêts à égarer des dossiers, ou à mal étiqueter des preuves. Nous imaginons des réunions clandestines dans des loges en arrière-salle, des enveloppes épaisses de billets changeant de main sous un néon clignotant. Si cette allégation tient, ce n'est plus seulement l'histoire des vices privés d'un homme. C'est une conspiration qui plie l'épine dorsale même de la justice. Nous imaginons l'effet domino. Des comités de supervision fédéraux, des agents traînés dans des auditions, chaque faveur passée traînée au grand jour. Combien d'actes d'accusation scellés pourraient se déverrouiller si une seule corruption est prouvée? Combien de carrières au sein du bureau vacillent ce soir au bord d'un précipice? C'est ce que les gens disent. Et peut être, vous savez, tout le monde est un théoricien du complot maintenant, mais c'est ce qu'on dit à propos de la situation Didi. Comme quand les fédéraux sont arrivés avec les Hummer et tout, ils disent que ce n'était pas à propos de Didi. C'était à propos de s'il y avait des cassettes de personnes puissantes là, dedans. Oh, je suis sûr que ce sont eux qui ont appelé. Ils étaient comme « Je dois me protéger, alors allez-y avec tout et déchirez toutes les cassettes ou toutes les preuves. » Nous jetons un coup d'œil vers la Maison-Blanche où un ex-président fanfaron tease la possibilité d'une grâce, un sourire en coin comme un chat. Nous nous émerveillons devant le spectacle. 2 titans de la pop culture new-yorkaise, régis par l'ego et les gros titres,
tournant l'un autour de l'autre dans un théâtre d'avantages mutuels. La presse s'agglutine, les flashs crépitent, et quelque part dans une cellule de détention à Brooklyn, Didi pourrait sourire. Car rien de plus juteux pour un remix n'existe qu'un verset de clémence potentiel offert d'en haut. Nous nous demandons si les dénonciateurs du système judiciaire souffleront plus fort ou si la politique les noiera dans un bruit de la taille d'un stade. Tout le monde qui raconte l'histoire dit « J'ai vu un tel monter à l'étage et ces mecs étaient là sur le canapé. Et puis je vais dans cette pièce et ces gars sont là avec des pros. Apparemment, ils recrutaient des gigolos pour les filles. Des filles. Ouais, c'était une des rumeurs comme les freak-off. Donc il engageait des professionnels pour être avec les filles, et je pense qu'il regardait, soi-disant. Pendant ce temps, derrière les portes du tribunal, les procureurs enfilent le statut RICO à travers chaque anecdote sordide comme une aiguille dans la chair. 2 infractions prédicatives, répète-t-il. 2 crimes pour montrer un schéma, et l'entreprise s'effondre. Nous les comptons comme des badauds comptant les victimes d'un accident de voiture. Travail forcé, incendie criminel, obstruction, intimidation, pot de vin illicite, compagnon transporté, intimité forcée. Chaque témoignage ajoute une tuile à une mosaïque de dégradation, une image que les procureurs espèrent convaincre les jurés que ce n'était jamais un chaos aléatoire. C'était une stratégie commerciale. Nous nous fixons sur ce cadre RICO parce qu'il redéfinit un empire hip-hop brillant comme un syndicat de style mafieux. Didi n'est plus seulement une icône au sommet des charts. Il devient, dans ce récit, un capot moderne ordonnant à ses subalternes de faire taire les dissidents, de brûler des preuves et de garder l'usine à Freak-Offs en marche. Nous imaginons des studios à cordons de velours servant de centre de commandement, des assistants envoyés chercher des téléphones jetables, des comptables réservant des vols intraçables, tout cela fonctionnant si bien que le monde extérieur ne voyait que des sourires incrustés de diamants. Et juste parce que personne d'autre n'a été inculpé, ce qui normalement dans une affaire RICO inclurait d'autres inculpations. C'est une loi conçue pour attraper les chefs de la mafia, essayant de s'attaquer à un comportement criminel, qui ressemble à une toile de comportement criminel que vous ne pouvez pas nécessairement prouver comme une seule chose, ou dont le délai de prescription a expiré pour une autre, mais vous montrez juste ce méchant qui opère ce qui est clairement une entreprise qui s'engage à maintes reprises dans des problèmes criminels. Pourtant, pour chaque récit de terreur, la défense riposte avec de vieux albums d'anniversaire et des publications sociales flatteuses, essayant de semer le doute. Ils brandissent des photos de Cassie riant en coulisses avec Wiz Khalifa ou posant dans le clip de Rick Ross. Ils demandent comment elle pouvait être opprimée si elle travaillait avec la moitié de l'industrie. Mais nous, spectateurs avisés, savons que le traumatisme ne porte pas toujours un visage strié de larmes. Nous avons parcouru assez de bobines de moments forts pour réaliser que les filtres les plus brillants masquent souvent les bleus les plus sombres. Nous ne pouvons oublier la mention discrète de compagnons professionnels prétendument transportés par billets aller simple, leur passeport retenu jusqu'à ce qu'ils exécutent le tableau exigé par le maître de cérémonie. Certaines sources murmurent que certaines femmes de haut profil ont ensuite fait surface dans des cliniques privées se plaignant de fièvres mystérieuses, alimentant les spéculations sur une exposition virale. Nous nous demandons combien d'accords de confidentialité restent enfermés dans des bureaux. Chaque page signée dans la panique. Chaque signature un autre témoin muet d'une possible infection. Nous imaginons des avocats rédigeant des règlements à 3 heures du matin, des résultats d'analyse sanguine glissés sous des pièces jointes agrafées que personne ne verra peu être jamais. Puis vient le décompte inquiétant de Jaguar Wright. Victim peut être plus infecté lors des freak-offs et silencieux par peur. Internet rugit. Les fans fouillent les timelines, cherchant des mises à jour cryptiques sur la santé. L'annulation de la tournée d'une Superstar Air, B, devient suspecte. La perte de poids soudaine d'un acteur principal de Marvel déclenche des fils de discussion de milliers de commentaires. Nous nous retrouvons à connecter des points qui pourraient être aléatoires, mais le schéma refuse de s'effacer. La question nous ronge. Si ces allégations tiennent, que deviendront les carrières, les contrats, les relations personnelles de ces victimes anonymes? Vont-ils se manifester une fois que les portes du tribunal s'ouvriront ou se retireront-ils plus profondément dans des bureaux de confidentialité? Eh bien, s'il filmait vraiment tout le monde. Je veux dire, il avait beaucoup de monde à ces soirées, non? Nous revenons à la Porsche incendiée, cette carte de visite enflammée devant l'allée de Kid Cudi. Les procureurs paradent avec des images de surveillance d'un SUV noir retracé à une des sociétés de Didi. Nous imaginons les yeux des jurés s'écarquillant en réalisant jusqu'où un magnat méprisé serait allé pour venger un affront romantique. Les flammes léchant les sièges en cuir deviennent une métaphore. Sors du rang et regarde ton monde s'enflammer. Nous frissonnons, imaginant des chauffeurs silencieux, serrant le volant, exécutant des ordres qu'ils n'osaient refuser. Cet explosif était-il une crise de jalousie amoureuse ou un avertissement calculé à quiconque pourrait témoigner? Dans tous les cas, le message s'est gravé dans la mythologie du rap. Didi a toujours le dernier mot. Nous pensons à Kid Cudi sur le banc des témoins. La voix ferme mais scintillant d'une peur passée, racontant comment son chien a été enfermé dans la salle de bain pendant l'effraction. Les cadeaux de Noël déchirés comme des souvenirs ravagés.
Nous imaginons les jurés l'imaginant aussi. Les lumières de Noël clignotant derrière des vitres brisées, l'odeur de la peur persistant longtemps après le départ des intrus. L'industrie de la musique, c'est beaucoup de gens. C'est pas juste l'industrie de la musique, c'est comme l'industrie de l'extorsion. Ouais. Je veux dire, le jeu du rap était fou. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est qu'à l'époque, surtout dans les débuts du rap, on ne jouait pas juste dans un théâtre au hasard à Ella. Nous équilibrons ces récits avec ceux d'employés qui admettent leur complicité, des équipes de sécurité qui organisaient des chambres d'hôtel, des assistants qui procuraient des faveurs de fête, insistant qu'ils craignaient pour leur gagne-pain, peu être leur sécurité, mais admettant aussi avoir apprécié les avantages du cercle rapproché. Les procureurs les appellent le repère des opportunistes. La défense les qualifie de non fiables. Nous les appelons des preuves d'une culture où le glamour et la menace dansaient joue contre joue. Tout au long, nous entendons deux phrases qui refusent de cesser d'écouler. Celle de Cassie, étouffée de larmes. « Il s'est levé et il est parti », décrivant le matin où elle dit qu'il l'a violée une dernière fois. Et la déclaration crue de Mia, « C'était le seul monde que je connaissais ». Ces lignes, tirées directement des témoignages sous serme, perçant le faste comme des sirènes dans une nuit silencieuse, nous rappelant que derrière les bandes-sons incrustées de diamants battaient de vrais cœurs. Certains désormais marqués au-delà de toute reconnaissance. Exactement. C'est là. Je veux dire, ce n'est pas juste là. C'est partout. Mon fil d'actualité est dominé par ça. Fox News, CNN, tout le monde. Il y a des perquisitions chez Didi. Nous regardons les procureurs préparer leur atout. Des rumeurs d'enregistrement audio de surveillance des freak-off, prétendument stockés sur des disques cryptés dans un des condos abandonnés de Didi. Des murmures de Washington suggèrent que des assignations ont déjà atteint les fournisseurs de stockage cloud. Chaque blog tech que nous suivons spécule sur les exploits Zero Day et les outils de récupération forensique. Imaginez, disent-ils, si un seul fichier oublié contient la preuve d'un statut VIH positif, discuté parmi les initiés ou des instructions de paiement en liquide pour de l'argent sous silence, qui pourrait non seulement faire exploser ce procès, mais une décennie de rumeurs étouffées sur le sein blindé de la pop music. Nous glissons vers Didi au tribunal, la tête inclinée, le costume de créateur pendant lâchement après des semaines de repas en détention, les yeux jetant un coup d'œil vers le carnet de l'artiste croquis. Certains reporters prétendent qu'il griffonne des notes, d'autres jurent qu'il dessine des paroles. Nous nous demandons s'il compose un autre hymne de Hustler ou s'il planifie le prochain pivot de la défense. Dans tous les cas, les enjeux s'élèvent comme un gratte-ciel de Manhattan, une vie derrière les barreaux s'il est reconnu coupable, une grâce possible si la politique intervient, mais surtout un héritage désormais corrodé plus vite que du bronze dans l'eau salée. Nous considérons Hollywood lui-même, cette ville construite sur l'illusion. Si le prétendu secret de santé d'un magnat puissant est resté blindé par l'argent et la peur, quelles autres bombes à retardement se cachent sous ces collines manucurées? Si des règlements peuvent acheter le silence, que cela dit-il de chaque photo de tapis rouge rayonnante que nous avons acclamée? Nous ne pouvons effacer le schéma. La célébrité invite l'adoration. L'adoration engendre l'impunité. L'impunité sème l'horreur. Et ce n'est que lorsque les caméras de la justice pivotent enfin que le spectacle passe du fantasme au règlement de compte. Caligula. D'accord. Alors, il y a la question. C'est comme, peut-on prendre une personne tout à fait normale, lui donner du pouvoir, et ensuite elle devient ça? Ou faut-il une personne avide de pouvoir qui a ce vide à combler, et quand on lui donne ce pouvoir, on voit la pire version d'elle-même? Demandez à votre gars de la CIA. Je parie qu'il a les réponses. Je parie qu'il connaît la formule exacte pour corrompre quelqu'un ou ce qui arrive à ces gens. Nous ressentons des tremblements se propageant au-delà de la musique. Un streamer met discrètement en pause un projet de biopic. Une maison de mode supprime les clips archivés de défilés de Didi. Les partenaires corporatifs publient des déclarations d'attente. Le virus invisible du scandale se propage plus vite que n'importe quel pathogène, infectant les bilans, les campagnes publicitaires, les placements de playlists. Nous imaginons des salles de conseil à l'aube, des cadres débattant s'il faut supprimer des couplets, renommer des cocktails, retirer des parfums des étagères. Quelle ironie, pensons-nous, qu'un homme qui a autrefois rappé « Can't Nobody Hold Me Down » puisse maintenant entraîner tout un segment de l'économie du divertissement dans des sables mouvants. Nous jetons un regard presque coupable vers les victimes dont nous ne connaissons toujours pas les noms. Les danseurs en arrière-plan, les assistants de studio, les compagnons professionnels transportés sous le couvert de la nuit. Ils n'ont jamais trôné sur X, n'ont jamais dominé les playlists. Pourtant, leur sort dépend de ce verdict. Auront-ils le courage de poursuivre une fois que le premier domino tombera? S'évanouiront-ils dans l'anonymat? Croyant que le système favorise encore le coffre-fort du milliardaire, nous admettons que nous savourons le scandale, mais nous luttons avec notre propre complicité à cliquer sur chaque détail croustillant pendant que la véritable guérison reste loin derrière. À l'approche des plaidoiries finales, nous sentons les procureurs affûter une lame faite de 3 piliers clés. Les preuves médicales pointant vers un historique de VIH, le schéma des freak-off comme exploitation forcée,
et l'intimidation violente qui a tout cousu ensemble. La défense contre-attaque, avec des allégations de plaisir consensuel entre adultes, des assistants éblouis par les stars embellissant leurs souvenirs, et des accusateurs avides d'argent cherchant un paiement. Nous imaginons les jurés rassemblés en délibération, triant la vérité du spectacle pendant que les gros titres hurlent dehors. Enfin, nous avançons rapidement à la nuit précédant le verdict, lorsque les cieux de Hellas semblent lourds comme du velours mouillé, et que les flux sociaux bourdonnent comme des lignes électriques. Nous pouvons presque goûter la tension. Certains murmurent que les fédéraux ont négocié un plaidoyer de dernière minute si Didi admet sa culpabilité pour des chefs d'accusation moindres. D'autres insistent qu'il jouera le tout pour le tout, pariant que sa célébrité éblouit encore assez pour aveugler au moins un juré. Nous actualisons sans fin, nos cœurs battant comme des subwoofers de boîte de nuit, sachant que le point culminant de l'histoire pourrait arriver à tout moment. Bien sûr, il y a des couches sur des couches. Quand on parle de ces théories du complot, elles ne s'arrêtent jamais. Elles ne s'arrêtent jamais. Il y a juste des couches sur des couches. Et maintenant, nous sommes là, le souffle coupé, réalisant que nous n'avons fait qu'effleurer la surface d'un abîme qui pourrait encore engloutir des icônes, des cadres, peut être des labels entiers. Mais nous devons faire une pause, car la porte du tribunal s'ouvre en grinçant et le marteau plane en l'air. Ce qui se passera ensuite pourrait réécrire le livre des règles pour le pouvoir, la vie privée et les conséquences dans le monde du divertissement. Alors, nous concluons avec la question qui nous hante. Si la vérité sur ces freak-offs et la peste silencieuse qu'ils auraient pu déclencher éclate enfin en plein jour, les étoiles les plus brillantes d'Hollywood chasseront-elles les ombres? Ou se précipiteront-elles vers des grottes plus profondes?